Je remercie les députés de la métropole, aussi élus régionaux, par ailleurs, d'être avec nous, avec Gilles, donc, qui est élu avec moi à la métropole également, pour parler de la zone à faible émission, la ZFE de Toulon, qui était annoncée au 1er janvier, qui est un sujet qu'on avait d'ailleurs été, pendant notre campagne des élections législatives, les seuls à aborder. Il aurait été bien d'ailleurs que le député macroniste du département donne sa position à ce moment-là. Ça aurait peut-être aussi clarifié les choses. Mais annoncé le 1er janvier, il y a un petit sursis qui est offert à la population de la métropole, mais qui devrait voir le jour en avril. Cette ZFE, c'est un petit rappel, hein, c'est la loi dite climat et résilience de 2021. Il y avait eu des tests en 2018 sur des premières métropoles. Cette ZFE, elle va instaurer un périmètre dans la métropole qui exclura les véhicules qui ne seront pas équipés de vignettes critères 1 et 2. Exclusion parcellaire pour les critères 3 et totale pour les vignettes 4 et 5. C'est-à-dire qu'en fait, donc, sur le territoire de cette métropole, il va y avoir sûrement le 1er avril, c'est en tout cas ce que normalement les restrictions vont devoir prévoir, 50 000 véhicules, de particuliers comme de professionnels. On pense par exemple aux petits artisans, aux commerçants. 50 000 véhicules qui seraient exclus de circulation dans la zone qui va être imposée. C'est là un autre symbole de la brutalité d'Emmanuel Macron. Cette écologie très punitive va exclure 50 000 personnes, et notamment les plus modestes, ceux qui ne pourront pas convertir leur véhicule ou racheter des véhicules, les exclure de toute circulation, en fait leur retirer cette liberté de circuler. Il y a des mesures compensatrices, comme toujours, hein, qui sont annoncées. On fait marcher l'échiquier, mais elles sont largement insuffisantes. Et nos députés se sont battus la semaine dernière, au moment de la niche parlementaire, un texte déposé par Anne-Sophie Frigou, qui remet d'ailleurs son mandat en jeu à Reims, qui était défendu par les députés Meurin et Bléry, qui, bien sûr, par sectarisme, a été rejeté par une majorité de cette Assemblée nationale, alors même que c'était le bon sens. C'est-à-dire qu'on abordait qu'il y avait, arrêtez-moi si je me trompe, mais qu'il y avait des mesures qu'on pouvait prendre, mais que la restriction totale imposée par les ZFE telle que prévue était parfaitement inacceptable. L'écologie, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, c'est un sujet qui est important, et il doit y avoir des mesures prises pour préserver la qualité de l'air. Ici, dans le périmètre de cette métropole, on pourrait en parler des heures. On pourrait parler des tergiversations d'Hubert Falco sur la question des paquebots dans le port de Toulon, du temps mis 15 ans à enfin accepter l'électrification des quais, qu'on nous a présenté pendant 10 ans comme techniquement impossible. Et puis d'un coup, prenant en compte la grogne et la réalité, d'un coup c'était possible. Ou le sujet, un peu le mantra du tramway, mais enfin, où là aussi, alors que le tramway qui était mis, j'allais dire, sur les rails techniquement et en termes de travaux, c'était la blague. n'a jamais vu le jour. En 2006, bien sûr, oui. Plagiat, pour ça que arrête de plagier Varmatin. Je fais petit alinéa, note de bas de ligne. Et le tramway transformé en BHNS en 2006, on est en 2023 et le BHNS n'est toujours pas là. Alors certes, en plus, il est très insuffisant, mais on voit bien qu'il n'y a pas de report modal suffisant, à la fois intramétropolitain, mais même extramétropolitain. On nous parle du RER, on a inauguré en grande pompe la halte de Sainte-Mus, où on nous annonce les RER, en tout cas les TER, sous la forme de RER toutes les 15 minutes. Enfin, c'est pas le cas du tout. C'est pas encore le cas. Et tout ça est toujours relégué au calendrier grec, alors même d'ailleurs que ça a été financé. Je rappelle que la taxe supplémentaire sur les transports est payée depuis 2002 par les entreprises de la métropole. Donc ce principe simple de pouvoir proposer de véritables alternatives n'est même pas respecté par ceux qui aujourd'hui veulent imposer ces restrictions. Quand on fait le bilan de cette zone dont personne ne parlait jusqu'à encore récemment, à part le Rassemblement national, sur laquelle on nous avait annoncé aller négocier avec le gouvernement soit l'annulation, soit l'exclusion, soit tout du moins le report. Qu'est-ce qui va se passer le 1er avril ? Et donc nous lançons aujourd'hui une grande campagne à la fois liée au travail de nos parlementaires, c'est-à-dire à la contestation de ces règles absurdes
à l'Assemblée nationale et à la tentative de les faire infléchir, de les modifier. Ça, c'est la voie parlementaire. Et puis localement, à mettre la pression sur le dos d'Hubert Falco. À l'Assemblée, c'est la suppression de ces zones et l'accentuation, l'amélioration des aides concernant l'achat de véhicules propres, toujours entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de véhicules propres. D'ailleurs, les véhicules électriques qu'on voudrait nous voir aujourd'hui imposés à tout le monde, comment faire son plein d'électricité quand on a des contraintes de fourniture d'électricité. 2, quand l'électricité est produite par les centrales à charbon qu'on réouvre. Alors certes, le véhicule électrique il polluera moins à Toulon pendant son utilisation, mais enfin dans toutes les centrales à charbon qu'on est en train de réouvrir, je ne suis pas persuadé que les riverains de ces centrales-là se satisfassent de la ZFE de Toulon quand leur pollution à eux, mais peut-être loin de Toulon, peut-être qu'Hubert Falco ça ne lui parle pas, va s'aggraver. La métropole doit, à minima, si Hubert Falco se soumet, imposer une zone géographique la plus réduite possible et la moins contraignante. Et ça, nous allons nous battre pour faire imposer cela. C'est-à-dire qu'on peut être un peu intelligent parfois, politiquement, et en tout cas, cette résistance que nous allons imposer à la métropole, eh bien, n'en doutons pas, devrait faire un petit peu agir l'intellect de ceux qui la dirigent. Obtenir aussi que les vignettes de critère 3, la grosse masse des gens qui risquent d'être contraints par cela, ce sont les propriétaires de véhicules en vignette critère 3, soient exclus du champ de restriction. C'est-à-dire que la restriction ne s'applique que sur les vignettes 4 et 5, dans le pire des cas, si à l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'arrive pas à faire changer les choses, ce qui est toujours possible, là aussi à l'Assemblée, le bon sens peut l'emporter. On l'a vu sur le texte des violences faites sur les femmes, qui était dans la niche parlementaire, qui a été habilement retiré pour être représenté conjointement avec d'autres groupes et qui a été adopté. Il est encore possible que le bon sens l'emporte aussi à l'Assemblée nationale grâce au travail de nos députés. Mais donc, que les vignettes critère 3 soient exclues, ça la métropole peut le négocier, là aussi, en plus de la négociation sur une zone géographique à minima. Et puis enfin, et là on a pris beaucoup de retard, et Hubert Falco refuse pour l'instant de le faire, mais on peut toujours et on doit toujours le faire, organiser avec le grand public une consultation pour pouvoir, ça c'est prévu et c'est encadré par les articles L 1112-15 et suivants et 5211-49 du Code général des collectivités territoriales, c'est pour le côté technique. Et donc comme tout cela est encadré, il est possible et les gens ont besoin qu'on s'adresse à eux et il faut entendre les gens. Et c'est la conclusion qui sera la mienne. Je parlais en introduction de la réforme des retraites. On peut parfaitement réformer les retraites. Marine Le Pen, d'ailleurs, avait prévu, elle aussi, une réforme. Mais enfin, de la faire de manière aussi brutale et aussi sourde en référence à la situation de nos compatriotes, eh bien, c'est là aussi, dans l'écologie punitive qui touche, eh bien, le syndrome du macronisme. Encore une fois, les restrictions dues à notre absence de stratégie et à l'adaptation, à l'anticipation sur ce que nous vivons aujourd'hui, ça a été le syndrome de toutes les politiques menées depuis tellement longtemps qu'il faut enfin que localement et nationalement, eh bien, on écoute les gens, notamment les plus faibles, notamment ceux qui cherchent à se sortir de l'ornière dans laquelle toutes ces politiques les ont posées et qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre libre et vivre de leur travail. C'est là aussi, pour la ZFE, dans la grande campagne, donc un tract sera distribué à partir de demain, vous l'avez dans le dossier presse, la grande campagne que nous allons lancer, campagne militante avec ce tract, campagne médiatique avec nos parlementaires et leur travail à l'Assemblée, campagne aussi en hémicycle à la métropole, mais aussi dans nos conseils municipaux. Eh bien, cette bataille sur la ZFE, nous entendons bien l'emporter et en tout cas faire infléchir les choix délétères qui se posent aujourd'hui à, hélas, une classe politique qui a abandonné tout esprit de résistance et de combativité. D'accord, donc quand vous parlez de faire plier, c'est voilà, avec du battage, avec... Exactement. Que la grogne, en fait, il y a une forme de mutisme qui aujourd'hui, d'ailleurs, est un grand risque pour la quiétude civile et civique
et on le voit bien. Donc avant que la colère soit encore plus forte, c'est faire remonter ces choses, donner des idées aussi, parce que nous ne nous sommes jamais contenus dans une opposition stérile. À chaque fois, on a proposé toujours, localement comme nationalement, on a toujours donné des voies de recours. On l'a eu dans les conseils municipaux à Toulon sur la réforme des rythmes scolaires. Et pourtant, Hubert Falco, par exemple, c'était, alors qu'il avait fait le fier à bras, tu avais beaucoup débattu avec lui d'ailleurs de cette question-là, il s'est complètement aplati. Et sur la ZFE, ça risque d'être la même chose. Et donc, ce que nous voulons, c'est faire remonter ces choses, nous nous sommes emparés du sujet depuis déjà longtemps, y compris à la métropole, mais c'est maintenant lancé. Il nous reste 2 mois avant l'instauration légale de ce périmètre. Eh bien, c'est lancer les dernières forces dans cette bataille pour que, encore une fois, la grande majorité de ceux qui risquent d'être frappés par cette zone à forte exclusion, c'est le véritable terme en fait qui doit être accolé à cet acronyme ZFE, eh bien, soit le plus bas possible, et en tout cas que les gens qui restent sur le bord de la route soient, là aussi, après le coup des rails du tramway, eh bien, soient entendus et qu'on leur trouve des solutions. Et encore une fois, des solutions sont possibles, y compris à court terme. Et donc, il y a 2 grandes solutions. À la fois, le fait de travailler. On a proposé à un certain nombre d'élus des périmètres plus intelligents que ceux qui étaient jusqu'ici intelligents en termes de pragmatisme. Et également, détacher les vignettes critères 3 des restrictions. Un tout petit peu. Bien sûr. 2 choses. Tu as dit 50 000 véhicules. Moi, j'avais même compris que c'était 56 000 véhicules. Donc, 6 000 de plus, c'est pas rien. Ça a été évalué, je pense, même par la métropole. C'est en fait les cartes grises de la préfecture. Ouais. Et donc, ça, c'est transparent. Et tout ça pour gagner 1% en fait, d'émissions de dioxyde de carbone. Donc, c'est quand même un peu beaucoup de riz pour rien. Ça va quand même vraiment pénaliser, encore une fois, voilà, les plus précaires d'entre nous pour 1%, alors que des solutions, tu en parlais, existent. Il y a par exemple le décalaminage que nous avions proposé. J'avoue, j'ai découvert ce que c'était. Je suis une fille et de façon assez cliché, je ne connais pas bien la mécanique, mais a priori, quand vous décalaminez bien votre moteur, vous revenez à une émission de CO2 qui est vraiment comme au début, comme quand vous avez un moteur neuf. Et Marine Le Pen avait aussi proposé une aide dans sa campagne présidentielle de 700 €, je crois, pour passer au bioéthanol. C'est-à-dire qu'elle payait en fait, elle subventionnait la moitié du passage, parce qu'il y a une modification technique à faire sur votre voiture. Je crois même que c'était un peu plus de la moitié. Et en fait, ce qui est sous-jacent quand même, c'est que le problème, c'est notre modèle économique en termes d'économie. Et ça, on n'en parle jamais. 50% des émissions des gaz à effet de serre en France sont dues aux importations. Donc on ne peut pas d'un coup être artisan de la mondialisation sauvage et de continuer à promouvoir ce modèle économique et de l'autre côté, par le petit bout de la lorgnette, continuer à emmerder les Français et encore une fois les classes populaires plus quoi. Parce que c'est l'artisan, c'est le boulanger qui pourra plus venir là, c'est les grands-parents qui pourront plus venir garder leurs enfants, c'est le plombier qui pourra plus intervenir. Enfin, ça va vraiment concrètement changer la vie des gens. C'est soit le dogme du libre-échange, soit la liberté de circuler pour les plus modestes. Et ben nous, on a choisi les plus modestes. Exactement. Et en réalité, cette loi, on l'a vu dès le début, elle n'a pas été apparemment bien faite et bien étudiée, parce qu'il y a eu des débats, je me rappelle notamment avec les pompiers, qui eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient rentrer dans les critères ou pas. On n'avait pas de réponse à l'Assemblée nationale quand il y avait les interpellations des députés. Donc on voit même que le gouvernement était totalement, honnêtement, à côté de la plaque sur cette loi. La réalité plus locale, d'abord nationale, il y a eu une niche parlementaire. Le groupe RN a déposé donc un texte demandant l'annulation de cette loi, la suppression de cette loi, et alors que d'autres groupes politiques demandaient aussi la suppression des ZFE, ils ont voté contre ou ils se sont échappés de l'hémicycle au moment du vote. Je ne citerai pas les groupes politiques qui se sont échappés, qui sont habituels. Et d'ailleurs, il y avait deux LR. Il y avait 2 LR pendant notre niche. Les NUPES ont voté contre, alors qu'honnêtement, soi-disant, ils ont voté contre. Vous avez même fait une conférence de presse, je pense, où vous avez fait un. Donc à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Nous, ce qu'on demande très clairement, Hubert Falco, c'est quoi? C'est que le périmètre qui va être décidé impacte le moins possible nos concitoyens, parce que sinon, malheureusement, encore une fois, on a un gouvernement, mais aussi des responsables locaux
qui cèdent systématiquement à l'écologie punitive. Et ceux qui sont punis, on les connaît systématiquement. C'est le plombier quand il doit aller faire une réparation, ce sont les salariés, etc. Et en plus, on oublie une chose, c'est que dans beaucoup de grandes villes, ils bénéficient de transports en commun, notamment le métro. Ce n'est pas le cas dans notre métropole. C'est le choix d'Hubert Falco, eh bien, il doit en assumer toutes les conséquences. Aujourd'hui, par contre, il faut revenir aussi sur un élément. Si aujourd'hui, la ZFE est imposée sur le territoire métropolitain, c'est parce que nous sommes devenus une métropole. On revient donc à un ancien débat qui a d'il y a quelques mois, quelques années. Quand nous étions en agglomération, nous dénoncions le fait que nous devenions métropole, qu'un certain nombre de compétences allaient être transférées des communes à la métropole et que certaines directives de l'État seraient imposées à la métropole. Eh bien, nous avions raison. Nous avions déjà raison à l'époque. Et si Hubert Falco et les vice-présidents nous avaient écoutés, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Hubert Falco doit faire un choix raisonnable dans l'intérêt des habitants de la métropole, mais aussi des touristes, parce que je rappelle que le département du Var est le premier département touristique, et qu'il y a un certain nombre, évidemment, de personnes qui voudraient venir sur notre territoire, demain pourraient être coincées et empêchées d'y venir. Donc, un petit peu de sérieux, et je pense que ça serait bien que le choix qui soit fait dans l'intérêt général et qu'on arrête systématiquement de céder à cette écologie punitive qui nous a imposé tant au niveau départemental que national. Puis il y a quand même une déconnexion totale. Les gens ne savent pas comment ils vont faire leur plein d'essence et on leur dit vous devez changer de bagnole. Mais il ne faut quand même pas avoir vu un Français depuis longtemps pour imaginer que ce soit le cas. Et puis les aides sont souvent sur des voitures hyper chères qui ne seraient pas le premier choix de nos concitoyens s'ils devaient changer de voiture. Donc il y a quand même une hypocrisie et je rejoins à Maurice sur le fait qu'il y a une brutalité à un moment où là c'est plus possible. Les Français sont étranglés fiscalement. Enfin, les gens, il y a un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim, quoi. Je veux dire, ils sont quand même tout à fait coupés des réalités du terrain, quoi. Tout à fait. Cette mise en place des ZFE aboutit en fait à une profonde injustice. Parce que tout le monde ne peut pas mettre 40 000 € pour changer sa voiture. Et ça va toucher, encore une fois, les plus pauvres et les plus modestes d'entre nous. Et nous, les députés du Rassemblement national, on est là, on a mandat pour les défendre. Et on va les défendre à l'Assemblée contre la mise en place de ces ZFE qui devraient s'appeler zones de forte exclusion plutôt que zones de faible émission. Qu'est-ce que peuvent encore faire les députés à l'Assemblée pour réfléchir Il y aura peut-être, la loi va peut-être revenir dans d'autres niches, par exemple, c'est possible. Et là, dans la mesure où nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas sectaires et nous ne sommes guidés que par l'intérêt du bien commun, même si les socialistes en parlent, sauf que la niche des socialistes est sortie et c'est pas dedans, mais voilà, il y a d'autres groupes d'opposition et encore une fois, nous voterons, d'où qu'elle vienne, une loi qui proposera la suppression des ZFE. D'accord, donc si elle n'est pas supprimée, vous souhaitez qu'elle soit amendée, réduite au minimum. Par exemple, vous parlez de périmètre, on ignore tout du périmètre. C'est le choix du président de la métropole et des élus métropolitains. Et de la négociation aussi avec le gouvernement. Je pense que quand même Hubert Falco peut avoir l'oreille du président de la République. il a quand il le souhaite, donc je pense que sur ce sujet-là, il faut évidemment qu'il fasse en sorte qu'il soit entendu par le gouvernement afin que le choix du périmètre soit le plus restreint possible sur le territoire de la métropole. Et puis Toulon, c'est quand même particulier, parce que pour traverser Toulon, vous avez l'avenue de la République, vous avez le boulevard de Strasbourg, quoi. Donc imaginez, ou le tunnel, mais donc et puis, quid et c'est la grosse, absurdité de ce règlement. On va avoir dans le port de Toulon des paquebots qui vont continuer à manœuvrer, et on pourrait imaginer, parce que même les quais électrifiés, le paquebot va continuer à manœuvrer, tant qu'il n'est pas hacké, il n'est pas branché, il n'est pas électrique. Donc on va imaginer que avenue de la République, on va interdire Madame Michu avec sa Clio qui est vignette critère 3. On va interdire Madame Michu qui vient garder ses petits-enfants de traverser l'avenue de la République. Et à côté de ça, le paquebot, lui, va pouvoir manœuvrer. Enfin, est-ce que la cohérence va un jour frapper ces gens-là ? Parce qu'on peut nous présenter tout ce qu'on veut et le présenter par tous les bouts de la lorgnette possible. Mais la réalité, ça sera ça. Le paquebot va manœuvrer, mais elle ne pourra pas circuler. C'est cohérent ? Bien sûr, oui. Je pense que celui du paquebot est pire. Oui. Ça, je confirme que celui de la Clio, critère 3, même 4 ou 5 de Madame Michu, est légèrement mieux que celui du paquebot. Non, mais voilà la cohérence, quoi. On va interdire pour... Tu vois, j'avais pas ce 1%. C'est des études en plus. 1% des émissions. Mais on va continuer à maintenir... Je ne parle pas de les mettre à Brégaillon.
Je veux pas mettre les Sénois à dos ou les siphons, monsieur le député de la Seine. Non mais voilà, la cohérence, la réalité, si le 1er avril ça se passe, ça va être ça. Donc encore une fois, on va se battre et on va faire du bruit pour imposer ce bon sens, parce que sinon ça voudra dire que l'avenue de la République sera fermée à la vignette critères 4 et 5, alors que le paquebot lui va continuer à rentrer et à manœuvrer. Bah voilà. Et c'est aussi ça une opposition constructive, c'est que quand on arrive à faire infléchir un peu les décisions qui doivent être prises, bah c'est quand même une victoire. Donc de toute façon, il y a 5 actions, entre guillemets, qu'on a mis en résumé. Soit la suppression à l'Assemblée, les aides, accentuer les aides, y compris sur le décalaminage. 2, la zone géographique. Enfin 3, pardon, la zone géographique. 4, l'exclusion des vignettes critères 3. Et 5, pouvoir soumettre tout cela à une large consultation de la population. Ça peut être rapide. Non, non, la consultation elle doit être organisée par la métropole. Ça c'est de la consultation publique. Vous souhaitez qu'une consultation soit organisée là ? Exactement. Vous n'allez pas organiser une consultation ? Non. En fait, si vous voulez, on a la date du 1er avril. Avec toute la modestie qui est quand même la nôtre, tiens d'ailleurs c'est bien d'être dans une permanence parce que j'ai lu que le névrosé président de la région qui nous conseille d'aller voir un dermato, j'ai lu ça, il me conseille d'aller voir un dermato parce que je trouve urticant que le nom de son parti soit le nom du mécanisme de financement, ce qui est quand même un mélange des genres quoi. Et donc la seule réponse du président de la région c'est ah bah si ça les gratte ils ont qu'à aller voir un dermato parce que ça va continuer à gratter fort. J'avoue que mais il a surtout dit que c'était le seul maintenant à avoir une permanence de partis politiques dans la région. Donc, je pense qu'ici par exemple à Toulon ou à Marseille les permanences du Rassemblement National existent depuis longtemps et peut-être que lui ne vient pas suffisamment dans la rue pour s'apercevoir qu'il n'est pas tout seul. Mais je vous dis cela parce que dans la manière quand même d'aborder les partis politiques, si une collectivité organise une consultation publique, ça a quand même plus de force qu'une pétition d'un parti en termes de temps. On a la date du 1er avril. Si on veut lancer une grande campagne, très sincèrement, si on veut faire les choses correctement, ça ne peut pas être dimensionné juste au parti. Parce que la campagne du parti servira à faire pression pour faire changer. Voilà. Nous, c'est essentiellement à travers le tract, à travers les actions de terrain que très vite, Hubert Falco se saisisse maintenant de la chose. Et qu'il organise la consultation, que la métropole organise. On peut en 15 jours organiser des consultations publiques. Tous les maires sont vice-présidents de la métropole, très facile à eux d'organiser dans leur commune. Et qu'on entende les gens, qu'on vienne se rendre compte des gens et de la réalité de ce terrain-là. Et encore une fois, ça aura beaucoup plus de force si elle est un peu institutionnelle que partisane. Parce qu'il faut transformer ce qu'on relève d'un parti ou d'une pétition d'un parti à une réalité de terrain. On peut toujours nous dire, mais vos signatures, c'est pas... Voilà. Là, ok, on demande juste du concret. Organisons des réunions publiques, organisées par les collectivités, les mairies et la métropole. Ils savent le faire quand il s'agit de vendre du HNS. Alors il y a même au-delà de la procédure de la consultation publique légale. On organise des réunions publiques, juste, voilà. Oui, pas de formation, mais on écoute aussi les gens. Et on vient écouter les gens, quoi.